Numéro 3, tournée de présentation. François, est-ce que tu veux venir, François? Qui s'est caché là-bas? François est prof de philosophie à Bruxelles, à l'Institut international. Mais il est français, oui, il est français. Mais il travaille à Bruxelles. Vous le retrouvez à @jourde. Ceux qui ne sont pas sur Twitter, inscrivez-vous sur son fil Twitter à @jourde. Ceux qui trouvent que Twitter c'est trop court, allez voir son blog qui s'appelle jourde.net. Jourde.eu, européen. Jourde.eu, il est européen. Voilà, donc François, 20 slides, 20 secondes, prends ton temps, prends le temps de respirer parce qu'on est un peu parti un peu vite, parce que, bon, bref. On va pas courir dans la tente pendant que tu parles, on va te rassurer. Vous voulez courir dans la tente? Il y en a qui veulent se rendre dans la tente? Non? Non. Et donc je vais te lancer, François, sur le thème Pécha-Coucha. Ah ouais. Dernière chose, il utilise les Pécha-Coucha avec ses élèves. Vous irez sur son YouTube, j'en ai pas parlé. Voyez comment il utilise en pédagogie les Pécha-Coucha avec ses élèves. Et puis, il y va fort, il fait, parce qu'on est cool, on est entre nous, mais il fait présenter ses gamins, enfin ses gamins, c'est son terminal, devant des salles de 200 personnes. Donc, il faut pas un peu leur mettre un peu le stress, c'est comme méthode pédagogique, et on a vu plus léger. Enfin bref. Donc, François Jourde. C'est parti. Merci Christophe. Alors, vous avez, si on réfléchit à c'est quoi une nouveauté, vous avez peut-être lu dans les ouvrages de Michel Serres qui nous dit que faut reporter il a l'intelligence de me dire que si on cherche une mesure de la nouveauté, il faut regarder la distance de temps, la durée de fait que cette nouveauté abolit. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui manifestement des grandes nouveautés, on peut les classer ainsi dans l'ère digitale. 3 basculements, je me prends une tripartition que propose Clive Thompson dans un livre Smarter Than We Think. Il dit voilà, l'ère digitale apporte 3 grandes nouveautés, 3 basculements, c'est la mémoire infinie, la mise en relation, dot connections, et ça comme ça, et la publication massive, on n'a jamais autant publié. Alors évidemment, ces 3 nouveautés-là impactent frontalement, massivement la question de l'attention, qui devient aujourd'hui un élément crucial de notre monde, structurant de notre monde, et la façon dont l'attention se distribue, se redistribue, façonne nos conditions même d'existence. C'est une infrastructure au sens de Karl Marx. Et alors, évidemment, tiens, je parle de Marx, et c'est pas par hasard qu'il y a un capitalisme qui s'en empare, cette ressource qu'est l'attention, on peut l'appeler capitalisme attentionnel, et ce capitalisme donne les moyens de la mesurer, et pas seulement de la mesurer, de l'orienter, de l'encadrer, et c'est la pluralité des systèmes d'audimat, des PageRank, etc., qui orientent nos choix de recherche, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la numérisation de l'attention. Je m'appuie ici sur ma lecture d'été, c'est Yves Citon, j'ai mis son bouquin là, pour une écologie de l'attention, Yves Citon. Et donc il nous explique bien que cette numérisation de l'attention est profondément une négation de l'attention, parce que l'attention c'est une inventivité, quelque chose qui excède toujours ce qui l'encadre. Alors pour l'aider tout de même à se maintenir, l'attention, on a besoin de préserver ses conditions de déploiement et d'existence. Alors c'est une écologie de l'attention qu'il faut, et c'est aussi pour nous enseignants développer bien sûr une pédagogie de l'attention qui la maintienne et qui la développe. Alors, si je reprends les éléments de Clive Thompson, la mémoire infinie, d'abord, on voit bien qu'il y a l'information d'un côté qui est déjà disponible, tout est déjà transmis, comme dit Michel Serres, mais c'est pas pour autant un savoir. Et c'est pas pour autant une attitude critique par rapport à l'information. Alors, évidemment, notre job, c'est pas de transmettre l'information vraiment, elle est déjà là, mais c'est de transmettre les moyens de repérer, de transformer l'information en savoir. Et de même, c'est pas notre job, c'est beaucoup moins maintenant de travailler la mémoire des élèves, mais plutôt de travailler la préhension, c'est-à-dire la capacité de se saisir des éléments d'information qui sont là et de s'en saisir de manière critique et de manière intuitive et de manière d'ailleurs avec une curiosité qui va déborder les cadres qu'on voulait lui assigner à cette recherche. Et puis c'est la mise en relation le numérique. Alors ici j'ai mis des captures d'écran de Alice Keeler, qui est une pédagogue américaine que je suis beaucoup, et voilà, moi je suis en relation avec elle, et dans ses tweets elle dit que ce qu'apporte le numérique c'est la potentialité énorme de créer des interactions nouvelles dans la salle de classe et ici manifestement entre les enseignants. Et on retrouve donc cette idée fondamentale qu'on n'a jamais fini de comprendre, que l'éducation, l'apprentissage, c'est fondamentalement quelque chose de social, un processus social. Veratius, c'est un blogueur, un youtubeur qui fait des vidéos numériques sur la science, des vidéos sur la science. Donc cette mise en relation nous oblige, nous enseignants, à réfléchir à la salle de classe, qui est alors pour reprendre la terminologie de Citon, des écosystèmes attentionnels stimulants. Des écosystèmes attentionnels, d'attention conjointe, stimulants, ça veut dire qu'ils favorisent l'interaction didactique.
parce que ça peut aussi la défavoriser. Et donc c'est ça qu'on doit travailler. Pour que ça existe, de tel système, il faut respecter plusieurs éléments, dimensions. Alors il y a d'abord le principe de réciprocité de l'attention, elle doit être partagée, elle doit circuler. C'est pas un système radio avec un émetteur et des récepteurs, mais c'est plutôt, comme je fais en ce moment, mais c'est plutôt le système en réseau, mais le système en réseau il existe, parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont en train de dire plus n'importe quoi, et qui prennent la parole, et donc il faut qu'il y ait une vraie conversation. Cette vraie conversation, converger les uns vers les autres, ben, ça existe que s'il y a un accordage affectif, il faut être d'abord, maintenir les conditions de la communication, mais c'est-à-dire prêter attention, être attentionné envers l'autre. Voilà, il n'y a pas d'intention si on n'est pas attentionné envers l'autre, et qu'il n'y a pas des connexions émotionnelles entre nous. Et ça suppose aussi un certain sens de la sérendipité, de l'improvisation, de l'inventivité, parce que rester attentionné envers l'attention d'autrui, mais ça suppose à sans cesse faire des micro-ajustements, parce que l'interaction prend des tours imprévisibles. Donc ça, on ne peut pas le programmer à l'avance. Et alors, on retrouve une définition possible de la pédagogie, qu'on retrouve en français. Là, je me suis amusé à demander parce que je me la joue un petit peu, mais Steve Waller, c'est un blogueur anglais qui me dit que la pédagogie, ben, c'est ça, c'est créer des espaces d'attention stimulants, des écosystèmes où l'apprentissage est possible, qui favorisent l'apprentissage. Évidemment, il y a aussi la troisième dimension dans la révolution numérique, c'est la publication massive. Clive Thompson, dans son bouquin, estime qu'on publie médias sociaux, mails, etc. chaque jour, c'est l'équivalent de 36 millions d'ouvrages. C'est plus que ce qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès américain. Et ça implique aussi une dimension de ce qu'il appelle le public thinking, c'est-à-dire, je pense en public, j'expose ma pensée à travers les blogs, les wikis, et on constate que l'effet d'audience, la façon dont on écrit est impactée par le fait qu'on sait que ça va être lu par d'autres. Et ça, c'est quelque chose de quand même très très nouveau. Enfin, freiné, non, c'est pas nouveau, mais là, c'est massivement, c'est du freiné facilité et qui devient beaucoup plus massif. Voilà. Alors, cette publication, ce public thinking, fait qu'on pourrait peut-être définir l'école un peu plus largement, comme le fait Sir Ken Robinson, qui dit que l'école, ben, c'est pas seulement ce qui est institutionnellement entre quatre murs, mais c'est toute communauté, en fait, de gens qui viennent ensemble pour apprendre quelque chose et pour être attentifs à se faire remarquer les uns les autres des choses. Alors, ils ne seront attentifs, évidemment, que s'ils sont attentionnés les uns aux autres. Alors, c'est la dimension, parfois il y a une dimension éthique dans l'attention, et c'est être attentionné, prêter attention à quoi prête attention l'autre, justement, et être attentif éventuellement à son intention. Et tout ça, pour reprendre la belle terminaison d'un bouquin récent de Yann Uri, le centaure à l'école, un centaure à l'école, mais la finalité profonde du numérique, mais si c'est de travailler de l'attention, mais c'est de travailler la dimension profonde de l'humanisme, qui est le rapport, être attentivement critique et être engagé dans des projets communs. Merci. Donc, je vous ai dit